Thomas Owen, Pavane pour une enfance défunte. Fiction numéro 253, janvier 1975. Très vite, à l'automne, ce coin de la ville s'emplit le soir d'ombre et de brume. L'air devient gris, palpable, d'une humidité sans tristesse. Une singulière douceur habite même cette heure apaisante où la journée s'achève. Laurence Messager rentre chez elle, sans hâte, étrangement disponible, les mains dans les poches de sa gabardine ouverte. Un maigre jeune homme, au visage souffreteux, la croise sans la voir et s'éloigne à grands pas. Elle se retourne pour le regarder disparaître. Il est comique avec son long cou et son pantalon trop court. Lentement, elle reprend sa marche. La pente est raide en bordure du square étagé, tout en escalier, en terrasse, en pièces d'eau tarie. À cette saison et à cette heure, cette halte de fleurs et de verdure n'est plus qu'un trou d'ombre inhospitalier. Le gardien, sa tournée faite, ferme la grille, comme celle d'un cimetière. Longeant les volets clos, les portes muettes, Laurence Messager débouche sur une place carrée aux pavés noirs et luisants, bordée de grandes maisons aux façades lisses. Dans le fond, comme un décor de théâtre, une église massive déroule jusqu'au trottoir son large escalier de pierre. La brume toujours s'épaissit. Des inconnus solitaires s'éloignent sans bruit comme des fantômes. Un autobus, cage de lumière jaune, passe à toute vitesse et survit un moment par son bruit décroissant. Dans le lointain, par-dessus la sourde rumeur de la ville, on entend d'autres bruits, des grincements de freins, une cloche peut-être, mais est-ce bien une cloche ou le tintement quelque part d'une pièce de métal? Tout cela, semble-t-il, dans un autre monde. Autour de Laurence Messager se crée une aura invisible qui l'escorte et la protège. Un peu émue, elle chemine, savourant ce moment étrange où la vie de la cité s'apaise entre le temps du travail et celui du plaisir. D'autres hommes bientôt sortiront des pierres pour s'assembler. Le monde, ainsi, change de visage. À présent, c'est l'entracte. Les rues désertées ont une respiration mystérieuse. C'est comme une vibration qui naît du sol, des murs, du ciel même. Cela m'habite et cela m'entoure, pense Laurence Messager. Il faut, comme moi, n'être point attendu pour goûter pareillement ce moment où la ville se trouve à soi-même abandonnée. La voilà bientôt chez elle. La rue est vide. Au ras des toits, dans le brouillard qui s'épaissit,
Elle distingue à peine l'énorme et trouble visage de la lune. Elle traverse son appartement sans allumer l'électricité et ouvre la fenêtre. Quelle sonorité différente, libérée du bruit de sa marche. Un vaste et immense murmure, la pulsation même du monde. Elle en eut une brève sensation d'effroi et retint instinctivement son souffle, comme si, d'avoir perçu un secret, d'autres secrets encore allaient venir jusqu'à elle. Mais le sortilège ne dura point. Des bruits plus nets, plus rassurants par leur précision accrue, montèrent vers elle de la confuse rumeur de la nuit. Des voix humaines sonnant clair, qui décrurent rapidement un pas énergique et ferré, la dégringolade, quelque part, d'un volet mécanique. Puis un sifflement répété, insistant, comme un signal. Peut-être l'observait-on. Elle referma la fenêtre, regagna dans le noir le milieu de la pièce, à tâtons, la main au dossier d'une chaise. Puis, au bord de la table, où elle reconnut les franges douces du tapis. Elle soupira. Elle n'était pas malheureuse. Elle était seule. La solitude est grisante. Elle est comme un alcool insidieux. Elle fit la lumière. Alors seulement, elle trouva la lettre. La concierge, sans doute, l'avait glissée sous la porte. L'adresse portait son nom, mais précédée du mot Madame, ce qui lui faisait toujours une drôle d'impression. Au bon soin de son éditeur, avec prière de faire suivre. On avait fait suivre. Le pli venait de l'étranger. Laurence Messager recevait pas mal de lettres de lecteurs inconnus, et toujours la découverte de ses amis nouveaux lui procurait une joie où la vanité se mêlait à la tendresse. Elle ne s'en lassait point. Ce soir, cependant, l'enveloppe, avec son mystère, son écriture nouvelle, ses surcharges, ses timbres peu familiers, lui parut plus importante que toutes les autres, plus lourde sans doute pour sa destinée. Presque en tremblant, elle l'ouvrit. Madame ou mademoiselle, si vous êtes bien Laurence Messager, qui passa ses vacances à L il y a 25 ans, en compagnie d'une sœur, Louise, d'un frère, Pierre, d'une maman digne et sévère et d'un père emporté, ma lettre vous fera sans doute plaisir. Si vous n'êtes pas cette Laurence-là, vous voudrez bien m'excuser. J'ai vu votre livre Silence de la plaine chez un libraire, et votre seul nom sur la couverture grise a fait ressurgir en moi bien des souvenirs d'enfance. Nos jeux à la plage, votre jupe déchirée, la séance théâtrale offerte à nos parents, et la dent de lait que vous m'avez laissé cueillir à votre bouche. Vous aviez 8 ans, j'en avais 12. Je possède encore ce petit morceau de vous dans une boîte où je garde quelques trésors de mon âge tendre.
Si vous avez aussi bonne mémoire que moi, je serai très heureux. Philippe Renaud, Philippe Renaud. Son cœur s'était mis à battre ridiculement vite. Bien sûr, elle se souvenait, et avec quelle précision, par-dessus tant d'années, tant de solitude, tant de déception, elle volait à la rencontre de son enfance. Elle n'avait plus d'âge. Elle revoyait la petite plage de ses meilleures vacances, la déchirure de la plus belle jupe qu'elle ait jamais eue, l'extraction la plus joyeuse de toutes les dents de la terre, sa crainte délicieuse et le triomphe gambadant de l'opérateur. Cher Philippe Renaud, jamais elle ne devait l'oublier. Il était comment donc? Plus grand qu'elle, avec d'étranges cheveux raides qu'il disciplinait mal en les mouillant. Il était turbulent, un peu trop à son goût, fanfaron, mais sans doute alors ne s'en rendait-elle pas compte, infatigable, batailleur, volontiers taquin. Mais pour elle, fluette et fragile, que de prévenance et de tendresse. Elle avait oublié son visage, son beau visage, certainement, sa voix, sa silhouette, mais non point son court passage dans sa vie. Cet être imprécis, mi-sauterelle, mi-daim, avait été sans doute son meilleur et son seul vrai ami. Elle se souvenait à présent d'une sorte de page très gai, parfois rêveur, qui l'entraînait sur la plage, par la main, à des vitesses folles. Quelle place il tenait encore dans sa vie. De n'avoir point épuisé sa présence, elle en demeurait marquée. Ah, cette fin de vacances, avec au bout l'abîme noir de la vie, les destinées qui se séparent, pauvres enfants désarmés devant la séparation et l'absence. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle ressentit tout à coup la morsure de son ancienne détresse, l'étouffement de cette confidence impossible. La voix de sa mère, précise comme alors. Mais qu'a-t-elle donc, cette petite, avec son visage de tragédie? Sans doute, Philippe Renaud avait-il beaucoup souffert lui aussi pour se souvenir d'elle après tant d'années et le lui dire. C'était ridicule. Elle se sentait prête à l'aimer encore. Il s'était annoncé par téléphone. Une voix sourde et chaude. Dans quelques minutes, il serait là. Laurence avait repeigné ses cheveux, repoudré son visage. Elle se trouvait pâle, défaite, et, devant son miroir, déplora une fois de plus son visage sans gaieté. Déjà, elle partait battue. Peu sûre d'elle physiquement, résignée à la déception qu'elle causerait, elle s'étonnait cependant, après bien des entrevues redoutées, de ne pas avoir surpris chez ses interlocuteurs l'effet d'une mauvaise impression.
Mais sans doute étaient-ils tous courtois et généreux pour elle. Peut-être aussi avait-il pitié. Elle sentait confusément qu'elle exagérait, que rien ne justifiait de telles appréhensions. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle avait besoin de craindre, de trembler. C'était un plaisir caché, inavoué, enfoui parmi les secrets honteux de sa petite enfance. Que de vaines terreurs! À défaut du diable qui, tant d'années, avait hanté ses nuits sans sommeil, elle trouvait en elle-même à présent 1000 raisons de s'effrayer. Quelqu'un montait l'escalier. Elle entendait craquer la rampe. Le tapis absorbait le bruit des pas, mais elle sentait la présence se rapprocher. Des ondes mystérieuses lui parvenaient, l'entouraient, l'enserraient. C'était déjà comme si, malgré la distance et les murs, quelqu'un posait la main sur elle. Elle s'en voulut de se sentir si frémissante. Perpétuellement écorchée, déjà elle se mettait à souffrir. La sonnerie la fit sursauter. Elle courut ouvrir. Un homme, pâle et mince, un peu gêné, se tenait sur le seuil, son chapeau à la main. Il sourit, il dit « Je suis Philippe Renaud. Je suis Laurence Messager. » Elle tendit la main. Le visiteur la retint dans les siennes glacées. Il la dévisageait en silence, comme s'il cherchait en elle des traits oubliés. Il dit d'une voix très basse, très simplement, le front, les yeux. « Entrons, » fit doucement Laurence Messager en respectant son trouble. Elle pensait, il est triste et lugubre. Il me fait presque peur. Je ne retrouve rien en cet homme de l'enfant que j'ai connu. Il m'est terriblement étranger. Elle avait la sensation d'une imposture tragique. C'était un peu comme si elle avait devant elle le meurtrier d'un enfant dont on aurait usurpé le nom. Mon pauvre petit Philippe Renaud, murmura-t-elle. Elle ne pouvait dissocier les prénoms des patronymes. Cela formait un tout pour elle, un seul être. Elle s'effaça pour laisser rentrer son visiteur et ressentit, au moment où il franchissait le seuil, un malaise inexplicable. Sans doute était-ce d'avoir évoqué le meurtre de Philippe enfant par l'adulte qu'il était devenu. Ils s'assirent en silence, pleins de gêne. C'est dur, cette confrontation, dit Laurence. C'est dur pour moi surtout, dit Philippe. Il reprenait ses esprits. Il souriait. Son visage se recolorait, mais ses yeux gardaient une lueur égarée. Il était ailleurs. Il murmura, comme pour lui seul, « Petite fille étroite et grêle, avec des yeux foncés, un peu tirés vers les tempes, et un front lisse et bombé comme une porcelaine. » Il hochait la tête
fermer les yeux, chercher visiblement à rassembler ses souvenirs en désordre. Il soupira, se prit la tête dans les mains, puis se plia en avant dans son fauteuil, les bras entre les genoux. Il pensa tout haut, étrange et vaine démarche. Curieux instant où les flots contrariés du passé et du présent forment une zone imprécise, faite d'eau calme et profonde et soudain bouillonnante, prompte à se couvrir d'écume. Laurence ne troublait pas la méditation de son visiteur, trop émue elle-même pour n'être pas indulgente à ce comportement singulier. Même une sorte de torpeur la gagnait. C'était comme un demi-rêve qui lentement l'entourait, investissait ses pensées, finissait par envahir tout son être. La voici seule, sur une plage de sable fin où souffle un vent tiède et salé. Elle est perdue. Il n'y a autour d'elle que la mer et les dunes. Dans le ciel, quelques mouettes qui font un curieux ballet. Il y a tout à coup devant elle un petit garçon. Il est nu. C'est un très joli petit garçon. Il est gracieux et craintif. En la voyant, il s'effraie, se met à pleurer. Quel est ton nom ? Demande-t-elle avec une tendre sollicitude. Il n'ose la regarder et répond en reniflant. Philippe, madame. Elle se sent maternelle. Elle voudrait le réconforter. Mais voilà que le vent s'élève en tempête, le sable la frappe au visage, lui emplit les yeux. Laurence sait que c'est là une rêverie, qu'un petit effort lui ferait retrouver le salon où elle est assise, la vitrine aux opalines, son visiteur dans son fauteuil, lui aussi perdu dans ses pensées. Elle éprouve un curieux bien-être à se laisser aller au fantasme. On dirait qu'elle bascule dans le temps. Et ce vent qui siffle, qui soulève des flocons blancs partout sur la mer. Pendant qu'elle était distraite, le petit Philippe s'était éloigné. Il est minuscule là-bas, au bout de la plage. Elle crie après lui, fait des signes, voudrait le rejoindre. Elle marche, marche, court, s'époumonne en vain sur la trace des petits pieds nus dans le sable humide. Petits pieds, pas tellement petits tout à coup. L'empreinte que couvrait sa semelle déborde sous elle à présent. C'est une trace d'homme qu'elle suit, une trace de géant. C'est son pied à elle, maintenant, qui est tout petit. Elle s'arrête, elle est prise de peur. La voilà perdue à nouveau. Elle pleure. Elle s'aperçoit qu'elle est une toute petite fille. Elle cherche autour d'elle qui la tirera de ce mauvais pas. Du bout de l'horizon vient un homme qui lui fait signe. Elle est contente, mais effrayée aussi. Une fois devant elle, l'inconnu lui demande « Quel est ton nom ?»« Laurence, monsieur. Laurence Messager. »« Je suis le docteur Renaud, Philippe Renaud. »« Ce n'est pas vrai, crie-t-elle alors, ce n'est pas vrai. Philippe Renaud est tout petit, tout petit. Qu'en avez-vous fait ?
Elle est tout à fait lucide à présent et voit devant elle son visiteur, que son cri a fait se dresser, le visage décomposé. Et vous, lui lance-t-il haineusement, qu'avez-vous fait de ma petite Laurence? Puis il se fait plaintif et misérable. Vous allez me la rendre, n'est-ce pas? Vous allez la délivrer. Vous la tenez enfermée ici, je le sais, elle m'a écrit. J'ai sa lettre ici, elle m'attend. Il y a des années que nous nous attendons. C'est un démon à présent qui lui fait face. Elle n'en peut douter, et Laurence mesure la gravité de la situation. Elle essaie de le calmer, mais ses propos et ses gestes n'ont d'autre effet que d'accentuer son exaltation. Il marche sur elle, menaçant, les mains en avant, et elle recule, heurtant des sièges, renversant le guéridon. Elle réussit à bondir jusqu'à sa chambre, avec l'espoir de s'y enfermer, mais n'arrive pas à temps à tourner la clé dans la serrure. Il force la porte, il est blême, il écume et pleure à la fois. Elle tombe assise sur son lit au moment où les mains cherchent sa gorge. Elle ouvre alors le tiroir de sa table de chevet pour y prendre une arme qui dort là depuis des années, souvenir de son père défunt. Elle n'a pas à menacer son agresseur pour le tenir en respect. Les coups de feu partent en giclées qu'elle ne comprend pas. Elle demeure là, hébétée, devant ce corps à présent immobile, tandis que le sang fait une tache grandissante sur la carpette en haute laine blanche. Sa raison peu à peu l'abandonne. Elle se retourne vers le lit et sanglote longuement, le visage dans l'oreiller. Puis elle se lève, téléphone à la police. Elle donne son nom et son adresse. Elle dit « Venez vite, il y a un petit garçon tout nu qui est mort dans ma chambre. »